Ouais, on vient de vous parler du Super Bowl. C'est toujours un équilibre particulier de passer d'un sujet plus léger où on a fait le tour de l'hamburger du Super Bowl à venir sur un sujet aussi important et aussi douloureux que celui de l'affaire Epstein. Mais justement, je pense que j'ai la meilleure des transitions. C'est que hier, pas pendant le Super Bowl, parce que malheureusement, euh, elle n'avait pas l'argent possible et le processus de validation d'une pub politique prenait trop de temps. Donc, les survivantes ont fait un spot publicitaire qui du coup a été partagé sur les réseaux sociaux, un spot dit Super Bowl, mais je vais vous en expliquer les conditions, où justement elles expliquent que le combat, leur combat, notre combat, n'est pas terminé et qu'il est temps de mettre pression sur Pam Bondi. Vas-y, Thomas. Directly from After years of being kept apart, we're standing together. Standing together. Because this girl deserves the truth. Because she deserves the truth. Because we all deserve the truth. Ouais, je sais que c'est chaque fois des spots qui sont des clips qui sont extrêmement c'est difficile à voir, mais c'est vraiment important de ne jamais oublier pourquoi on fait ces émissions, pourquoi on continue à explorer le dossier Epstein, pourquoi il ne faut jamais arrêter pour se battre pour la vérité. On est très clairement, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait, nous sommes très clairement dans un cover-up mené par l'administration Trump pour protéger Donald Trump et protéger des amis de Donald Trump, des associés de Donald Trump, des clients de Donald Trump via Mar-a-Lago. Et ce n'est pas terminé. Le rappel vous avez vu ce spot, Thomas va vous le mettre en fond pendant que je suis en train d'en parler. C'est de dire, ben voilà, il y a eu cette loi qui est passée le 19 novembre dernier. On s'en rappelle, c'est un énorme moment. C'est peut-être une de mes émissions préférées. J'en ai des frissons rien que d'y repenser et de dire, bah, finalement, regardez, ce sont des versions censurées. Il y a encore au moins 3 millions de documents qui n'ont pas été rendus publics et que Todd Blanche ne compte pas. Todd Blanche et Pam Bondi ne comptent pas rendre public, contrairement à la loi. Il y a 200 000 documents on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu cette déclaration en expliquant qu'on classait du côté de Todd Blanche 200 000 documents comme étant privilèges, et donc protégés par les communications entre les avocats et leurs clients. Et au-delà de ça, il y a toutes ces questions. Alors là, c'est traité de cette manière extrêmement sérieuse qui replace les enjeux, qui nous dit, ben voilà, ce n'est pas terminé, même s'il y a une actualité extrêmement chargée, ce n'est pas terminé. Il y a aussi la manière humoristique, et je sais c'est très particulier de passer de ce spot à ce même, mais pour moi ça a la même pouvoir de rappel ce qui est en train de ce qui est en train de se passer autour du dossier Epstein. Regardez, de dire que la seule arrestation finalement du FBI, c'est d'avoir arrêté le rectangle noir, celui qui est utilisé pour censurer, pour caviarder tous ces dossiers-là. Alors, c'est vrai, ça fait sourire, mais c'est malheureusement la réalité. L'administration Trump continue à être hors la loi. Ce matin, ce que je vais vous dire, c'est énorme dans le sens où on ne mesure pas l'ampleur de... J'ai même pas de mots. L'ampleur de, de l'ignoble de ce dossier Epstein. Ce matin, des premiers élus, dont Thomas Massie, ont eu accès aux versions non censurées, non caviardées de ces 3 millions de documents.
Il y avait Raskin qui était là et qui dit qu'il en est sorti traumatisé. Donc je vous rappelle les conditions, hein. Pas le droit de prendre des photographies. La seule possibilité, c'est de prendre des notes. Et parmi les documents qu'il a vus, cela démontre que la victime identifiée, la plus jeune du réseau de pédophilie de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell avait 9 ans. 9 ans. Et donc, quand on vous dit, lorsque Donald Trump, lorsque Kash Patel, lorsque tous ces gens-là vous disent il est temps de passer à autre chose, l'affaire Epstein, c'est terminé, c'est pas intéressant. Comprenez que ces gens-là continuent, des décennies après, à protéger des hommes, principalement, des hommes qui ont abusé de fillettes qui avaient 9 ans. 9 ans. Avec cette excuse que l'on entend, d'ailleurs, dans le camp MAGA, on avait vu ça chez Megyn Kelly, on avait vu ça aussi chez Alan Dershowitz, qui a été l'avocat de Donald Trump, qui a été l'avocat aussi de Jeffrey Epstein, de dire non mais vous comprenez, à quelques semaines près, c'était des majeures, elles avaient presque 18 ans. Non, non et non. On avait vu des documents la semaine dernière, on en avait parlé avec Cody, des emails qui démontraient que certaines victimes avaient 10 ans. Et donc là, parmi les documents vus par Raskin ce matin, c'est sa première déclaration, il en est sorti vraiment marqué, c'est de dire il y avait des victimes de 9 ans. Il faut garder ça en tête. Il faut garder ça en tête quand on va parler, comme on va le faire tout de suite, de ce qui s'est aussi déroulé ce matin à Washington, qui était l'audition prévue par visioconférence de Ghislaine Maxwell. Donc c'était une audition prévue. On va écouter Ro Khanna avant le début de cette audition, qui nous explique les questions qu'il comptait poser. Et évidemment, soit il était déjà au courant, soit il s'en doutait, que du côté de Ghislaine Maxwell, on allait utiliser le 5e amendement. Le 5e amendement permet de refuser. Il y a des manières de forcer. On ne va pas rentrer dans une émission question de droit ici. On l'a déjà fait. On le refera peut-être si ça devient nécessaire. Mais le 5e amendement est une manière souvent utilisée. Le 5e amendement est devenu populaire dans le cadre justement d'auditions publiques de parrains de la mafia. Donc c'est souvent utilisé pour se protéger en disant voilà, si je réponds, je m'auto-incrimine possiblement dans un crime, et pour me protéger, je ne vais pas le faire. Donc on va écouter Ro Khanna qui disait que les questions qu'il avait à poser ce matin à Ghislaine Maxwell, il était assez curieux de savoir comment aller y répondre, parce qu'il avait choisi principalement des sujets où elle n'était pas incriminée elle-même. Vas-y Thomas. I submitted to Comer a letter with 6 or 7 questions. Things like, who were the other co-conspirators? Who were the other men who raped these underage girls? Did she have any conversations about a deal with Donald Trump? Now, she's taken a blanket Fifth Amendment on any question. And my view is that many of my questions don't in any way incriminate her. So we'll see what she does. But there's 7 questions that I have specifically asked. And the assumption is she's pleading the fifth to each one of those. And the American people will see that there's an inconsistency. Why did she not plead the fifth when Blanche asked her questions? And now she's pleading the fifth about things that don't implicate her, but may implicate many of the other powerful people in the Epstein class that committed these crimes.
Voilà, donc Rokana qui met en avant deux points extrêmement intéressants. Donc, cette question en disant, mais pourquoi elle veut utiliser... On va voir si ça a été le cas. Et oui, il n'y a pas de spoiler alert, c'est exactement ce qui s'est passé. La réunion a d'ailleurs été arrêtée assez rapidement, après moins d'une heure, parce qu'elle a refusé systématiquement de répondre à toutes les questions, y compris confirmer certaines de ses déclarations. Parce que c'est évident, vous le savez, Ghislaine Maxwell a été condamnée pour parjure. Ça fait partie des charges qui étaient retenues contre elle et pour laquelle elle a été, sans l'ombre d'un doute, reconnue coupable. Ce qui est intéressant, par exemple, juste pour vous montrer comment elle a continué à mentir, et là on arrive au deuxième point qui est mis en avant par Rokana, qui explique mais pourquoi elle, devant nous, elle veut utiliser le cinquième amendement pour se protéger, alors que lorsque elle a été interrogée par Todd Blanche, qui a décidé de la transférer dans l'équivalent du Club Med des prisons aux États-Unis, elle ne l'a pas fait. Et un des exemples, justement, on va revenir à certains de ces documents qui ont été rendus publics, ces fameux 3 millions d'emails qui ont été rendus publics il y a quelques jours, démontrent que, on le savait, mais démontre encore une fois qu'elle a menti à Todd Blanche, sans conséquence. Ou alors, la seule conséquence a été une conséquence positive. Lorsque, par exemple, elle a été interrogée par Todd Blanche sur la photo de Jeffrey, j'ai oublié le prénom. Virginia, merci. Virginia Jeffrey, avec le Prince Andrew, photo qui a été prise dans l'appartement de Ghislaine Maxwell à Londres. Elle a dit que cette photo était fausse, alors que dans les documents qui ont été récemment publiés, interrogée par le FBI, elle confirmait la validité, l'authenticité de ce document-là. Donc c'est quelqu'un qui ment en permanence, mais d'un côté, on accepte ces mensonges parce que ça va servir Donald Trump, et de l'autre, on se retrouve dans la situation où elle refuse de répondre. Et c'est le point de Rokana, de dire pourquoi elle n'a pas utilisé ce cinquième amendement qu'elle a utilisé pour tout aujourd'hui. On parle de blanket. Aujourd'hui, on a ce tweet qu'il a publié justement après la fin de à la fin de cette réunion, en disant, ben voilà, elle a refusé de répondre à toutes les questions, y compris sur celles sur l'identité des hommes qui ont violé ces filles qui étaient mineures à l'époque. Et donc, sa conclusion, c'est qu'elle devrait être immédiatement renvoyée dans la prison où elle était et où est sa place. Où est sa place aujourd'hui? On va écouter une autre réaction à la sortie de ça, et vous allez voir, on pointe directement Donald Trump. C'est celle de Jasmine Crockett, qui fait aussi partie du Oversight Committee. Vas-y, Thomas. I submitted to Comer a letter. Fighting to put up in the middle of Black History Month the most racist thing that we've ever seen come out of a White House. Donc voilà, donc des démocrates qui sont déterminés. Vous avez entendu Jasmine Crockett qui non seulement promet de continuer le combat, mais donne un cadre très précis. Le prochain combat, c'est lorsque Pam Bondi, c'est prévu pour ce mois-ci. Il y a différentes dates qui sont en train de circuler. Donc je ne vais pas vous donner une date exacte. Je vais vous demander évidemment de vous abonner, de cliquer sur la sonnette de notification pour ne pas rater cette émission, parce qu'on sera en direct à ce moment-là, le moment où Rokana, Jasmine Crockett, Raskin vont interroger et contre-interroger Pam Bondi. Ça va être une émission vraiment, je pense, qui va être exceptionnelle, qui va être importante. J'imagine que c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a vu lorsque Jack Smith avait été interrogé, qu'il y avait des policiers du Capitole qui étaient dans la salle pour apporter leur soutien. J'imagine qu'il y aura des survivantes à ce moment-là. Ça va vraiment être une émission extrêmement importante. Encore un morceau d'histoire. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner et à nous suivre. Et en fait, de cette heure, un petit peu moins d'une heure avec Ghislaine Maxwell,
la conclusion de tout ça, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle étape du jeu que Ghislaine Maxwell est en train de mener à distance avec Donald Trump pour lui permettre d'échapper à la prison. L'idée, vous allez voir le message publié par son avocat, c'est de dire non, on ne dira rien. On a utilisé notre droit constitutionnel de rester silencieux, de ne rien dire. Mais par contre, si Donald Trump accepte la clémence, donc décide de utiliser son pardon présidentiel, regardez, c'est écrit, elle est prête à parler de manière complète et honnête sur le sujet. Je vous rappelle encore une fois, je l'ai dit, mais il faut toujours garder ça en tête, le fait que c'est quelqu'un qui ment en permanence, qui a menti dans ses dépositions, qui a menti devant la justice sous serment, qui a menti à Todd Blanche et qui là, maintenant, vous dit non, mais si on me libère, évidemment, si Donald Trump me libère, je dirai la vérité et rien que la vérité. Et déjà, elle prépare le chemin en disant, par exemple, je vous expliquerai comment le président Trump et le président Clinton sont innocents. Donc, on met Clinton dans ce côté-là. C'est juste pour dire, oh, regardez. Je suis pas politique. Je suis pas politique. Je parle aussi d'un démocrate. Mais le deal... Et on vit une époque formidable, je le dis de manière héroïque, le deal est exposé, on le savait de toute manière, de manière extrêmement claire. Si Donald Trump m'apporte ce que je souhaite, c'est-à-dire de me permettre de sortir de prison, je dirais que Donald Trump n'y est pour rien. Si tu m'es innocente, je t'innocente. Exactement. Et là, pour Donald Trump, on va se retrouver dans une situation intéressante où la tentation d'aller dans cette direction-là, en expliquant, mais vous voyez, vous vouliez la vérité. Si vous avez tout essayé, vous l'avez convoquée, elle ne vous répond pas. Mais si vous voulez vraiment la vérité, c'est très simple. Je la fais sortir de prison. Et elle vous dira la vérité. Évidemment, elle vous dira ma vérité. Il faut le lire comme ça. Il y a dans toute manière, on va parler dans quelques minutes de deux aspects extrêmement troublants dans les documents sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai enquêté et qui ne sont pas pour le coup des rumeurs, qui ne sont pas pour le coup des fake news, y compris partagées par la Russie, comme ça a été le cas en France, avec des tas de faux documents Epstein pour inculper Emmanuel Macron. On en est là actuellement. C'est une arme de manipulation. Ce dont je vais vous parler, ce sont des documents vérifiables, vérifiés de mon côté. Je vais vous dire comment ça va être difficile, comment c'est difficile de faire ce travail-là, mais comment il est nécessaire. Mais avant ça, je voudrais ouvrir une parenthèse parce que je sais que cette parenthèse-là va devenir de l'actualité dans les prochains jours. Lorsqu'on parle aussi de protection, c'est le nombre de personnes de cette administration Trump qui sont ou qui étaient liées ou sont liées à ce réseau-là. On reviendra et on parlera de Bannon dans les prochains jours. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment la guerre entre Elon Musk et Steve Bannon continue. Ce qui est intéressant, ce qui est en train de se jouer, on l'a appris juste avant le début de cette émission, c'est que apparemment, surprise, le département de la justice, il y avait différents dossiers qui étaient toujours en cours contre Steve Bannon dans le cadre du 6 janvier. Et apparemment, le département de la justice de Pam Bondi va annoncer dans les 48 prochaines heures que toutes les charges contre Steve Bannon sont annulées, qu'il est désormais libre comme le vent sur tout ce qui est lié au 6 janvier.
Alors c'est intéressant parce que Bannon, on le verra, c'est pas le dossier, c'est pas le sujet de ce dossier, est largement présent dans le dossier Epstein, au-delà de ce que l'on savait, mais il n'est pas le seul. Il y a Lutnick. Il y a actuellement à Washington un gros mouvement chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, pour forcer Donald Trump à virer Howard Lutnick, qui était non seulement le voisin de Epstein, mais qui était l'ami de Epstein et qui était l'associé financier de Epstein dans plusieurs opérations commerciales. Donc, il y a ce niveau-là. Mais au-delà de ça, c'était du moment du vivant de Epstein, donc jusqu'en 2019. Au-delà de ça, c'est aujourd'hui encore, et oui, c'est une tangente, mais oui, c'est important parce que c'est quelque chose qui me trouble profondément, c'est l'admiration continue et la collaboration entre cette administration-là et des gens qui sont ou qui ont été condamnés pour des crimes sexuels, y compris des accusations de viol. Quand on sait qu'aujourd'hui, Robert F. Kennedy a décidé d'utiliser Mike Tyson comme étant le porte-parole du mouvement MAHA, donc Make America Healthy Again, pour son combat contre l'obésité. Je vais vous montrer la publicité officielle, pas le spot, mais celle partagée par le compte de RFK Junior. On en est là, où désormais, donc c'est lui la star, et donc en permanence, c'est de faire du branding. Donc de dire, voilà, regardez, avec le tatouage de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est quelqu'un qui a été condamné, qui a fait de la prison pour viol, qui est aujourd'hui le représentant du bon manger aux États-Unis. Sa source de revenus, c'est le fait qu'il est copropriétaire d'une ferme qui fait du cannabis. Mais ça gêne personne du côté de l'administration Trump, c'est clair. Et évidemment, et vous allez voir comme tout ça est lié, on en revient aux déclarations de Trump lui-même. Je suis remonté à 1992, où Trump, évidemment, avait pris la défense de Mike Tyson. Encore une fois, on est dans des survivantes et la parole des survivantes, parce que c'est le cœur de l'affaire Epstein, c'est que l'on ne croit pas les survivantes. Souvent, j'ai vu passer des mails, des messages sur X qui m'ont profondément choqué, même s'ils sont bien intentionnés, de personnes qui découvrent l'ampleur de l'affaire Epstein, je vous parle du côté français, et qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas comment ces filles ont accepté ça, comment les parents de ces filles n'ont rien fait, à quel moment, en termes d'éducation, quelqu'un a raté le coche, sans savoir que, la plupart des victimes du réseau Epstein aux États-Unis, c'était des filles de milieux extrêmement pauvres, de foyers qui avaient explosé. C'était ça, on va chercher les victimes parmi des victimes. Des gens qui sont victimisés par la société sont potentiellement des victimes en puissance pour des hommes qui décident de les violer, de les trafiquer. Et l'autre chose, c'est que la plupart des victimes du réseau Epstein étaient des filles qui étaient trafiquées dans certains pays de l'Europe de l'Est, dont la Russie, et certains pays de l'Amérique latine. Donc ce sont des gens, des jeunes filles qui n'étaient pas dans la position qu'aujourd'hui on a lorsque vous êtes un homme ou une femme de 50, 60 ans devant votre ordinateur et que vous vivez dans une société évoluée, que vous avez vous-même un cadre, un travail qui vous permet de dire je vais les juger. Non, vous ne pouvez pas. Et de toute façon, le problème principal, c'est que on ne les a pas crus. Il y a eu
dès le début des années 2000, des témoignages de femmes, de filles mineures qui ont eu le courage, qui se sont retournées justement du côté de Palm Beach vers leur mère et qui sont allées voir la police. Et on ne les a pas crus. Et on va voir ces deux extraits de Donald Trump. Non, en fait, finalement, on va voir que le deuxième, Thomas, de Donald Trump, où on est dans cette logique où on ne croit pas une victime du viol. Et donc, Donald Trump est déjà là, en 1992, à essayer de donner un cadre d'excuse à un viol. Parce qu'évidemment, il a des intérêts financiers, parce qu'à cette époque-là, il a déjà un contrat d'exclusivité avec Mike Tyson. Je vous rappelle qui est Mike Tyson dans les années 90. C'est la plus grande star de la boxe aux États-Unis. Et la boxe, dans ces années-là, c'est le plus grand show du monde. Et les combats de boxe se passent où ? Dans des casinos. Et qui a un casino ? Donald Trump à Atlantic City. Et qui a le contrat avec Tyson pour ses combats en exclusivité ? C'est Donald Trump. Donc si Tyson va en prison, c'est qui ne va pas réussir à remplir ces casinos ? C'est Donald Trump. Et donc, résultat, on vient attaquer la victime. Eh oui, elle portait une jupe. Elle portait une jupe. On vient attaquer la victime et on vient dire, en gros, c'est pas vraiment du viol. C'est pas vraiment du viol. Vas-y, Thomas. Level. So the fact that this One of the leaders of the effort to keep Tyson out of prison is Donald Trump, the casino owner who could lose millions if Tyson is unable to fight at his resorts. It's my opinion that to a large extent Mike Tyson was railroaded in this case. Tyson's victim, Desiree Washington, went public almost immediately after the verdict. She is on the cover of People magazine, and tonight on ABC's 2020 broadcast, she will say that she was offered $1 million to drop the rape charge against Tyson. You have a young woman that was in his room, his hotel room, late in the evening at her own will. You have a young woman who was seen dancing for the beauty contest, dancing with a big smile on her face, looked happy as could be. Not everyone is convinced that Mike Tyson is so special. They point out that he has been convicted of a brutal crime, and they are upset by his portrayal as a hero. A rape is a rape is a rape, wherever you go, whoever it involves. That's very cut and dry. I think that Mike Tyson should be punished according to the full extent of the law for anything for which he's convicted. Ouais, c'est en fait ici qu'on se rend compte que depuis 1992, on n'a quasiment pas évolué en termes de société. Que vous avez en 1992 des femmes, des avocates qui sont devant l'antenne et qui doivent vous rappeler qu'un viol, c'est un viol, c'est un viol. Même si la personne qui est impliquée dans ce viol est une célébrité. C'est quoi ? Comment nous avons évolué depuis 1992 lorsque, aujourd'hui, les victimes de l'affaire Epstein sont obligées de faire un spot en espérant que dans l'attention médiatique du Super Bowl, ce spot-là soit vu. Et non. Aujourd'hui, l'administration Trump a choisi comme porte-parole d'un mouvement de santé, a choisi Mike Tyson. Vous allez me dire, c'est pas la première fois. Kennedy, vous allez le voir, et c'est là encore, c'est le même moment. Lorsque je vous parle de cette espèce de relation, c'est dur de pointer du doigt exactement ce que c'est, mais cette relation complètement malsaine de cette administration avec des prédateurs sexuels condamnés. Regardez cet autre tweet, c'est une autre personnalité qui a été publiée par RFK encore junior, un RFK qui met en avant, qui a reçu Conor McGregor, donc là on n'est plus dans la boxe, on est dans le MMA, dans l'UFC, qui a reçu en disant « Ah, quel mec !» C'est ce qu'écrit Conor McGregor. Et Kennedy lui renvoie le compliment « Right back at you ». Je vous rappelle, je regarde mes notes parce que je vais vous dire les chiffres exacts, que en 2024, McGregor a été reconnu coupable d'assaut sexuel. Il a payé sa victime $257 000.
Donc d'un côté, vous avez une administration qui refuse de faire la lumière sur le dossier Epstein. Vous avez Kash Patel qui, sous serment, vous explique que non, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. 9 ans. 9 ans. D'accord ? Et en même temps, on s'affiche avec McGregor, on s'en fiche avec Mike Tyson. Et puis, il y a pire. On va écouter cette interview, juste le début, de RFK. C'était samedi, sur Fox News. Et on va voir que le journaliste de Fox News commence par une blague et ne rebondit même pas sur ce qu'est en train de lui dire RFK Jr. Peter Doocy demande, c'est de lui qu'il s'agit, c'est le correspondant de Fox News à la Maison-Blanche. Il demande à RFK, il lui demande, mais est-ce que vous n'auriez pas pu choisir quelqu'un de mieux que Mike Tyson pour être le porte-parole de votre nouvelle campagne? Et il en fait la publicité, il dit ouais, Mike Tyson, en parlant de nourriture, il est connu pour avoir mangé l'oreille de Holyfield dans un combat de boxe. Mais vous allez voir comment RFK, ces gens-là ne se rendent compte même plus de ce qu'ils sont en train de dire, comment lui répond RFK. Vas-y Thomas. So the newest fighter in the war on processed food is the face of realfood.gov, Mike Tyson. How did you settle on somebody who is most famous for eating Evander Holyfield's ear? You know, it was really serendipitous. The two guys, Brett Ratner, who helped produce the ad, had a lifelong friendship with him and understood and was aware of the struggle that Mike had. Donc voilà, au milieu d'une phrase, on apprend quoi? Que, en fait, cette rencontre, comment Mike Tyson est arrivé à devenir le porte-parole de l'administration Trump, c'est parce que il a une amitié, il est ami depuis toujours avec Brett Ratner. Je vous rappelle qui est Brett Ratner. C'est ce réalisateur américain qui a été obligé de quitter la Californie après avoir été accusé par 7 personnes de crimes sexuels. C'est Brett Ratner qui est dans les dossiers Epstein parce que c'était un ami en train de faire la fête avec Jean-Luc Brunel, celui qui fournissait des mineurs justement, qui venaient à la fois de la Russie et qui venaient à la fois de l'Amérique du Sud, à Jeffrey Epstein, et qui, en plus, je ne sais pas si tu as l'autre photo, Thomas, parce que ce n'était pas prévu, regardez, passer des soirées avec des jeunes filles mineures, c'est pour ça qu'elles ont des rectangles noirs sur la tête, avec Jeffrey Epstein lui-même. Brett Ratner, qui est aussi le réalisateur du film Melania. Et donc, ce qu'on apprend de la bouche de RFK Jr., c'est que c'est Brett Ratner qui a présenté Mike Tyson à Robert F. Kennedy. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'est Brett Ratner qui a fait le spot publicitaire que le gouvernement Trump utilise pour cette nouvelle campagne contre l'obésité. Brett Ratner a été non seulement engagé, on le savait, pour faire le film, le documentaire Melania, mais il est désormais engagé pour faire les spots de propagande de l'administration Trump. Il y a quelque chose. Sous cette excuse qu'on a eue de dire cancel, de cancel des gens, on allait trop loin, tout ça, en fait, ça a permis à ces gens qui auraient dû être cancelled, pour le coup, arrêtés, mis de côté, jugés, etc., à se retrouver, à avoir la lumière. Maintenant, si on vous dit attendez les gars, il faudrait peut-être pas associer quelqu'un qui a rien à voir déjà avec le programme de Eat Real Food et quelqu'un qui est condamné de viol à un programme du gouvernement, on va vous dire ouais mais voilà, toi tu veux juste cancel, mais regardez de quoi on parle là. On a des gens impliqués dans le dossier Epstein, trouvés coupables de viol, qui en permanence
met en avant exemple après exemple. Et c'est devenu normal, acceptable, défendu. Ouais, et puis n'oublions pas, et Cody, je veux t'entendre sur ça en général, mais je voudrais juste vous donner ces 2 éléments de réflexion. N'oublions pas non plus que je voulais pas repasser parce qu'il y a énormément de choses, que lors d'une interview avec Jesse Waters, qui voulait justement s'attendait à avoir une réponse contraire, RFK avait été obligé d'avouer que c'était pendant la campagne. En 2024, il avait été obligé de reconnaître que lui-même avait utilisé plusieurs fois, avait voyagé avec Jeffrey Epstein dans son propre jet. Je vous ai d'ailleurs sorti une photo de 1994 où vous allez voir, vous avez 2 personnes qui sont dans une soirée artistique caritative à New York qui partagent la même table. Hein, la personne derrière, vous l'avez évidemment reconnu, c'est Jeffrey Epstein, mais le premier visage entouré devant, c'est RFK Jr. Donc, toutes ces personnes-là, c'est ce que Barack Obama, c'est ce que Ro Khanna, excusez-moi, et ce week-end, Ossoff, dans son discours de mardi, appelle la classe Epstein. C'est exactement ça. C'est le point commun de toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que ils n'ont jamais signalé les excès. Ils les connaissaient. Les excès Epstein au pouvoir. Les excès de Jeffrey Epstein, ils ne l'ont jamais signalé parce qu'ils les considéraient normaux à l'époque. Ils les considéraient normaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils considèrent que c'est tout à fait normal de s'associer avec Mike Tyson, de passer du temps avec McGregor ou de faire travailler Brett Ratner. Parce que ce qui était normal à l'époque continue à être normal aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose, Cody, excuse-moi. Non, mais c'est vraiment ce nid de pourri. Non, mais dans tous les sens, c'est des gens exactement ça. Qui sont ignobles de début à fin. Et donc, bien sûr, ils ne voient pas de problème avec les autres personnes autour d'eux parce qu'eux, ils font exactement la même chose. C'est ça. Et en plus, il y a tellement ce côté financier qui rend fou. Parce que là, quand RFK Jr. est là à dire que oui, c'est Ratner qui est en charge maintenant des campagnes du gouvernement, ça veut dire que c'est de l'argent public qui va retrouver quelqu'un qui a fui le pays parce qu'il avait des problèmes devant la justice pour viol. Oui. Et on est là à dire, ah non, c'est pas grave, reviens aux États-Unis, il y a le président qui va te protéger, qui va te faire une carrière avec des documentaires sur Melania. Maintenant, c'est aussi l'argent public, et en plus, il y a tellement de dossiers, que ce soit Kristi Noem ou d'autres, où l'argent public, en fait, c'est de l'argent qui devient privé dans les jets privés et direct dans les comptes bancaires. Et c'est des êtres humains horribles à la base et qui touchent dans la corruption, qui touchent dans, bien sûr, tous ces trucs d'agression, viol, sexuel, tout ça, tout mis dans un paquet. Et on est là à dire que c'est eux les vrais Américains qui sont la représentation de ce que c'est d'être un Américain. Ouais, et du coup, n'écoutez pas Bad Bunny. Exactement. Ouais. Il y a 7 ou 8 ans, j'étais là, pas me moquer, mais de me dire, regardez ces fous qui sont là à dire... sur 4chan, etc., qu'en fait, le monde est dominé et secrètement en contrôle d'une cabale de pédophiles hyper riches qui contrôlent tout, etc. Mais regarde où on est arrivé. 7 ans plus tard, ces mêmes personnes qui, pour la plupart, ont voté Trump, on se retrouve avec à peu près ça, quoi. Ouais. Oui, parce qu'eux, ils savaient la réalité de Donald Trump. Eux, le Donald Trump qu'ils connaissaient, c'était pas le Donald Trump de The Apprentice. Eux, ils savaient... Non, mais il parle des électeurs. Ah, ok. Moi, je te parle des électeurs qui étaient là convaincus que c'était du côté Clinton et après qu'on buvait les sangs et tout ça. Mais en fait, de tout ce qu'on avait peur de dire, ah ouais, mais c'est ça, on est en train de voir un gang de ces hommes qui sont tous connectés par l'affaire Epstein, qui sont tous ultra riches et qui sont tous en ce moment en train de se donner plus en plus de pouvoir et de contrôle aux États-Unis. Oui, et qui continuent de manière ouverte, d'une certaine manière, en se disant, de toute façon, personne ne va venir relier les points du puzzle, les pièces du puzzle. Personne ne va venir. Et c'est vrai, la décision que, lorsqu'il y a eu l'annonce de dire juste cet aspect-là, que c'était Brett Ratner qui allait réaliser le documentaire de Melania,
ça aurait dû être un scandale majeur du côté, ne serait-ce que médiatique. Les médias américains en ont pas parlé. La photo qu'on vous a montrée, celle-ci, qui était disponible depuis un moment, Le premier drop. le premier drop sur l'affaire Epstein, les médias américains en ont pas parlé. 19 décembre, on avait cette photo. Ils en ont pas parlé. Avant la sortie de Melania. Le fait que, et Cody a un point qui est extrêmement intéressant, de dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de spot publicitaire, c'est financé par les Américains. De dire, est-ce que c'est normal que Brett Ratner, c'est quoi le processus d'appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu un processus d'appel d'offres? Ce que j'allais dire, c'est évidemment, on connaît la réponse, mais est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a été impliqué dans des crimes sexuels, qui est dans le dossier Epstein, soit aujourd'hui en charge de budgets gouvernementaux pour faire de la propagande pour l'administration Trump et dont le porte-parole est lui-même quelqu'un qui a été convaincu? Rien que ça devrait être une histoire majeure. Mais non, vendredi, on a préféré, et je comprends qu'il fallait parler, on l'a fait nous ici aussi, du tweet posté par Donald Trump où il y avait les Obama en singe. Mais la réalité, c'est que pendant ce temps, les affaires continuent. On va faire une pause et on va partir tout de suite en breaking news. Et après, c'est promis, la breaking news est liée à tout ce que nous sommes en train de parler, justement à cette impunité permanente. Et on va parler tout de suite après d'une partie enquête du dossier. Ne bougez pas. Oui, on part tout de suite donc en breaking news. Et c'est une breaking news Epstein, breaking news qui nous vient de MS Now, qui donc révèle les conditions dans lesquelles les élus ont le droit de consulter le dossier sans censure. Et on va revenir sur cet aspect-là. Et donc, on apprend que dans la salle de lecture, il y a à disposition des élus qui ont réservé à l'avance uniquement 4 ordinateurs. 4 ordinateurs parce que, évidemment, ça ralentit le processus. Que du côté de Raskin, on estime que pour regarder la totalité du dossier de ces fameux 3 documents à travers 4 ordinateurs dans les horaires imposés et les conditions imposées par le département de la justice, ça prendrait 7 ans pour voir la totalité des documents. Donc évidemment, ce qu'a fait Raskin, et je sais c'est ce qu'a fait Massey et c'est ce que va faire mercredi Garcia, qui va aller voir ces documents-là, a été de demander, et c'est là que ça devient complètement intéressant, a été de demander certains documents précis, de regarder certains documents précis et pas la totalité. Et là, ils se sont rendus compte que ces documents précis, parce que c'est ceux où ils pensent que peut-être on peut y découvrir Donald Trump et des alliés de Donald Trump, ils se sont rendus compte que ces documents censurés lors de leur publication, que eux devaient voir non censurés, sont toujours censurés. Donc, le Congrès, on a communiqué au Congrès, l'administration la plus transparente de l'histoire des États-Unis, que vous comprenez bien, vient de communiquer au Congrès des documents censurés, alors que la loi les oblige à les communiquer sans aucun caviardage. Quand je vous dis que nous sommes en plein cover-up, là, on est à 100% dans ça. Hein. Il n'y a pas de limite et je ne vois pas comment on peut... Non, vas-y, ça allait dire que... Je veux presque dire tant mieux, parce que ça donne une raison supplémentaire pour ensuite aller poursuivre toutes ces personnes qui font partie de ce cover-up, qui font partie de cacher la vérité, de protéger ces monstres à la place de protéger les victimes et de travailler pour elles. Donc c'est presque... Le mot n'est pas positif, mais ça donne encore plus... De preuves pour ensuite, quand la justice va se retourner contre toutes ces personnes-là, pour venir les attaquer, parce qu'on ne peut pas défendre ce qui est en train d'être défendu dans le dossier Epstein et tout le cinéma autour. Et en plus, on est dans une époque où on sait que la vérité va sortir à un moment ou un autre. Donc d'essayer d'acheter une semaine de plus en cachant certains documents, en laissant 4 ordinateurs pour 3 millions de documents et des centaines d'élus au Congrès,
essayez de continuer votre cover-up, ça ne marchera pas. La justice va arriver. Non, et puis tu as raison. Et puis imagine ce que ça va donner, le face-à-face Raskin-Pam Bondi dans quelques jours au Congrès. Ça va être complètement fou. Et donc, Mathé Thomas. Bruno, tu as... Bruno, tu as 100% raison. Ils vont plus que perdre les midterms, ils le savent. Rendez-vous le 3 novembre. Et donc, oui, on sera là à ce moment-là. Allez, on fait une petite pause et on va réouvrir. On est en pleine enquête. On va réouvrir le dossier de la mort de Jeffrey Epstein et vous allez voir, waouh,